Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir en randonnée plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assis-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue sur Randonnée Zen. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, c'est-à-dire la planification d'une randonnée à la journée. Avant qu'on aille plus loin, je veux préciser qu'il n'y a absolument rien de compliqué pour planifier une randonnée à la journée. Pas vraiment besoin de énormément de connaissances et tout. C'est rien de compliqué. Par contre, c'est selon moi super nécessaire de planifier ces randonnées pour éviter de se retrouver dans des situations fâcheuses, pour éviter d'avoir une mauvaise expérience à cause d'un manque de préparation. Ça m'est arrivé très très souvent et ça m'arrive encore très très souvent de voir des personnes sur les sentiers qui sont pas suffisamment préparées pour la randonnée qu'ils veulent entreprendre. Par exemple, ils n'ont pas les vêtements adéquats, les chaussures adéquates, ça c'est vraiment un gros problème, les chaussures adéquates. Ils n'ont pas suffisamment de vêtements, par exemple, de surplus au cas où la température change. Ils n'ont pas vraiment une idée de la difficulté de l'itinéraire, des choses comme ça. Ils n'ont pas les éléments de base en cas de problème pour pouvoir se sortir du pétrin si quelque chose arrive, ils n'ont pas ces éléments de base-là. Donc, moi, je pense que c'est quand même important. C'est comme vous allez voir, c'est vraiment pas rien de sorcier. Ça demande pas des heures de préparation et surtout, c'est quelque chose qui, une fois qu'on prend l'habitude de faire, ça prend 10-15 minutes. Moi, quand je planifie une randonnée à la journée maintenant, une fois que j'ai trouvé l'itinéraire, ce qui peut me prendre 5 minutes, maintenant que je sais très bien où chercher et tout, et que je fais les autres étapes, là, vous allez voir vraiment 15-20 minutes et vous avez votre randonnée qui est préparée. Bien sûr, ça exclut, disons, peut-être la préparation des repas et tout, ça dépend ce que vous voulez apporter comme repas et tout, mais en général, toute la, disons, partie vraiment de planification, c'est vraiment pas compliqué, mais ça va vraiment vous... je pense, vous aider à avoir une meilleure expérience sur les sentiers et, comme je disais, à éviter de vous mettre en danger, de mettre aussi les autres en danger, parce qu'il faut pas oublier que quand on part en randonnée, qu'on n'est pas préparé, si on doit appeler le secours alpin, par exemple, et tout, on met aussi la vie des secouristes en danger inutilement, ou on met la vie d'autres personnes qui ont peut-être aussi besoin de secours, qui, elles, étaient préparées, qui avaient tout fait, mais pour une raison ou une autre, ils ont besoin de secours. Donc, il faut vraiment toujours penser à ça. Quand on part en montagne, surtout en montagne, où les conditions peuvent être changeantes et tout, c'est quand même important d'être bien préparé pour les situations. D'ailleurs, ici en Europe, par exemple, le secours alpin dans certains pays... il est à la charge de la personne et ça peut aller au-dessus de 5 000 €, un sauvetage par les secours alpins si l'hélicoptère est nécessaire. Donc voilà, dans certains pays, c'est à la discrétion des secouristes et dans la discrétion des secouristes, les facteurs de préparation de la personne secourue comptent. Donc si la personne n'a pas les bonnes chaussures, n'avait aucun kit de premiers soins, avait pas assez d'eau, etc., ils peuvent décider dans ce cas-là de faire payer pour cette raison-là, parce que la personne n'était pas préparée pour affronter l'itinéraire qu'elle voulait. Donc voilà, je veux pas vous faire peur, c'est pas quelque chose comme ça, mais moi, ça m'est déjà arrivé de secourir quelqu'un sur un sentier parce que la dame était pas du tout habillée correctement pour le sentier et elle s'est foulée une cheville. Elle avait genre des Vans là ou un truc, des chaussures du genre et elle s'est foulée la cheville et ils étaient 3 personnes. Les 3 avaient, pour les 3 personnes, ils avaient genre 250 millilitres d'eau. Ils avaient aucun manteau de pluie. Il y avait pas de nourriture, dans le sens que si, ils avaient été dans un sentier un peu plus... un peu moins fréquenté et tout, ils se seraient retrouvés sans
sans rien pour subvenir à leurs besoins et tout, quoi. Donc, voilà, il faut juste faire attention, bien se préparer, et voilà. Après, c'est sûr que même avec toute la préparation du monde, on n'est jamais à l'abri d'un accident, mais au moins, en ayant la planification, on peut rendre l'accident moins difficile que nécessaire. Donc, voilà, hein, on se prépare pour éviter de se mettre en danger, mettre les autres en danger, et aussi pour se mettre dans les conditions d'avoir une belle expérience de randonnée. Donc, voilà. Petite introduction comme ça, mais je pense que c'est vraiment important de rappeler qu'en montagne, quand même, il y a des risques, donc il faut être bien préparé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 10 étapes qui, à mon sens, sont indispensables pour préparer vos randonnées. La première étant, bien sûr, de trouver l'itinéraire de randonnée. Pour savoir où on veut aller. Après ça, on va pouvoir faire toute la planification à partir de l'itinéraire. Donc, aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir une panoplie de ressources pour nous aider à trouver un itinéraire de randonnée et planifier nos randonnées. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'au début, le temps qu'on trouve un peu les sites ou les ressources qu'on aime, mais une fois qu'on a un petit peu une idée, ça devient beaucoup plus facile de trouver des itinéraires de randonnée. On peut en trouver sur des blogs, des sites spécialisés, il y a des tonnes de sites sur Internet qui font juste ça, des recensements d'itinéraires. Il y a des vidéos YouTube aussi, sur les réseaux sociaux, par exemple, dans les groupes Facebook, sur Instagram, sur TikTok. On peut trouver des idées de randonnée aussi là-bas, dans des guides touristiques, évidemment. Sur les cartes topographiques, là, il faut un petit peu avoir plus de connaissances, mais c'est super pratique aussi de pouvoir utiliser les cartes topographiques. Et aussi certaines applications pour tracer des itinéraires comme Komoot, Open Runner, All Trails. Ce sont toutes des applications où les utilisateurs aussi mettent les itinéraires qu'ils ont faits avec des commentaires des fois et tout. Donc, ça peut être aussi pratique de regarder sur ces applications-là. Si vous voulez avoir un peu plus en détail comment trouver un itinéraire, ce qui n'est pas vraiment le but de cet épisode-ci, j'avais fait déjà l'épisode 3 à ce propos, justement parce que je savais que c'est une des questions qu'on a le plus souvent quand on commence à randonner, comment trouver un itinéraire. Donc, je vous ai fait un épisode là-dessus, donc c'est l'épisode 3, si vous voulez aller écouter ça. Et aussi, dans le kit de démarrage de la randonneuse, qui est un kit que je vous ai préparé avec toutes les ressources nécessaires pour partir en randonnée, j'ai compilé une vingtaine de ressources pour vous aider à trouver des itinéraires, même selon les pays, donc la France, la Belgique, le Québec. J'ai mis quelques pays en Europe aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger ça dans les notes de l'épisode. Donc, une fois qu'on a l'itinéraire de notre randonnée, la deuxième étape, c'est d'estimer le temps de parcours et la difficulté de l'itinéraire. C'est une étape super importante pour s'assurer qu'on ne s'embarque pas dans une randonnée qui est trop difficile pour notre niveau ou qui va prendre trop de temps. Et donc, on risque de devoir randonner le soir à la noirceur et tout, ce qui n'est pas nécessairement le plus rassurant quand on commence à randonner. Donc voilà, ça c'est super important pour voilà, être sûr qu'on ne s'embarque pas dans quelque chose de trop difficile pour nous. Donc, pour savoir exactement comment déterminer votre vitesse de marche et la durée de la randonnée, j'ai aussi fait un épisode là-dessus, donc l'épisode numéro 7, juste là-dessus. Donc, vous pouvez écouter cet épisode-là pour avoir toute la méthode pas à pas pour vous aider à faire ça. Par contre, pour ce qui est de la difficulté de l'itinéraire, ça, j'en ai pas parlé dans l'épisode... j'en ai un petit peu parlé dans l'épisode numéro 7, mais un peu plus... ça a été un peu plus en surface. Donc, ici, je voulais juste vous parler un petit peu des éléments qui déterminent la difficulté d'un itinéraire. Donc, bien sûr, la première chose à prendre en compte, c'est toujours votre niveau à vous. Une personne peut dire qu'un itinéraire était hyper difficile et une autre, pour le même itinéraire, dire qu'il était hyper facile parce que ça va dépendre de votre condition physique, de votre expérience en randonnée, aussi du poids du sac à dos que vous avez porté, etc. Donc ça, c'est déjà à prendre en considération. C'est difficile de déterminer objectivement la difficulté d'un sentier. Donc, il faut toujours prendre ça en considération. Par exemple, si vous débutez en randonnée, vous ne faites pas beaucoup d'activité physique et tout, eh bien, même s'ils disent que c'est une randonnée facile,
dites-vous que ça pourrait être difficile pour vous tant que vous n'avez pas fait une randonnée, vous savez pas un peu qu'est-ce que ça veut dire, une randonnée facile, une randonnée intermédiaire, randonnée difficile pour vous, c'est difficile de juger. Donc, mieux vaut vous sous-estimer, entre guillemets, au début, plutôt que de vous mettre dans une randonnée qui est trop difficile pour vous et soit pas arriver à la faire jusqu'au bout. Bon, on peut toujours retourner en arrière, hein, c'est jamais un problème, mais c'est ça, on juste éviter de pas se lancer dans quelque chose de trop technique, trop difficile pour soi et qui, difficilement on peut s'en sortir. Donc ça, c'est toujours à prendre en considération. Ensuite, mis à part les facteurs un peu plus personnels, on a les facteurs, disons, comme je disais, relativement objectifs qui déterminent la difficulté d'un itinéraire. Donc, par exemple, la longueur, bien sûr. C'est sûr que faire marcher 4 km ou marcher 25 km, c'est pas la même chose. Ça va être plus difficile parce qu'on marche plus longtemps durant 25 km, bien sûr. Aussi, le dénivelé, super important. Faut pas se laisser... quand on commence à randonner, on tend à penser seulement à la longueur de l'itinéraire et on oublie le dénivelé. Mais on peut faire très bien 4 km de randonnée avec 1200 mètres de dénivelé, ce qui est énorme parce que ça veut dire que ça va être une pente très, 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 très raide et donc ça va être une randonnée assez difficile, alors qu'on peut faire 4 km avec genre 150 mètres de dénivelé, ce qui est presque comme marcher sur du plat. Donc voilà, il faut toujours considérer le dénivelé de l'itinéraire. Et là encore, pour vous donner une idée de la difficulté du dénivelé, dans l'épisode 7, je vous ai mis une idée de la vitesse qu'on fait selon le dénivelé, selon son niveau de conditions physiques et d'expérience de randonnée. Donc, vous pouvez aller regarder ça aussi dans l'épisode numéro 7. Il y a aussi la technicité de l'itinéraire qui est à prendre en considération. Donc, s'il y a des obstacles à surmonter, il faut avoir recours aux mains. Il y a des itinéraires parfois où il faut faire un peu d'escalade. C'est pas de l'escalade sur des parois, complètement vertical et tout, là, mais c'est juste que des fois, il faut grimper un petit peu, utiliser un petit peu les mains. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus difficile par rapport à seulement marcher. Aussi, des fois, il y a de la présence d'équipements de sécurité. S'il y a des tronçons du sentier où il y a, par exemple, un passage trop près du vide ou où c'est un peu dangereux, le sentier est pas très large et tout, donc il peut y avoir des câbles mécaniques métalliques, ou même des cordes aussi verticales pour aider un petit peu, justement, s'il y a un peu il faut mettre un petit peu les mains, des fois il y a aussi des câbles pour aider à grimper, donc ça, c'est sûr que ça rend, bien sûr, plus difficile la randonnée. D'habitude, c'est indiqué, par exemple, ici en Italie, sur les cartes, c'est indiqué que c'est des sentiers pour randonneurs experts, par exemple. Donc, ça peut aider. Selon les pays et les cartes topographiques, par exemple, ça peut être indiqué. Sinon, dans les guides ou sur les rapports de randonnée, disons, généralement, c'est indiqué s'il y a des obstacles comme ça à franchir. Ensuite, le type de sol, c'est pas la même chose. Marcher dans des pierriers ou sur de la terre battue, les pierriers, les pieds roulent toujours sous les pieds et tout, donc c'est beaucoup plus difficile. L'altitude aussi, quand on marche à plus que 2000-2500 mètres d'altitude, on peut commencer à souffrir du mal de l'altitude, donc ça a un impact sur la difficulté de l'itinéraire aussi. Finalement, les conditions météorologiques peuvent aussi influencer la difficulté d'un itinéraire. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile de marcher quand il fait 35 degrés avec un gros soleil, par exemple, ou s'il pleut à si haut et tout, la grosse pluie battante, ou s'il vente énormément. C'est tous des éléments qui vont rendre la randonnée plus difficile. Mais c'est sûr que ça, on le sait, on le sait rarement beaucoup d'avance, donc... Voilà, mais c'est à prendre en considération. Donc, pour connaître la difficulté d'un itinéraire, quand on débute en randonnée, la chose la plus simple à faire, c'est de se renseigner dans les guides ou sur les blogs ou sur les cartes topographiques ou de demander dans des groupes Facebook. Donc, juste pour avoir un peu des retours et tout, parce que c'est ça, au début, c'est pas facile de savoir comment déterminer
la difficulté d'un itinéraire, ça prend quand même un peu d'expérience pour commencer à comprendre qu'est-ce que ça veut dire tel niveau de difficulté ou tel autre niveau de difficulté. Ensuite, il y a aussi chaque pays qui a son propre système de cotation de la difficulté d'une randonnée. Malheureusement, oui, chaque pays a son système, donc il faut un peu s'informer selon la destination où on va. Je vous ai mis dans les liens donc sur l'article sur randonnaizen.com, dans les liens de cet article-ci, je vais vous mettre tous les liens pour les systèmes de cotation de la France, de la Suisse, de l'Italie et je pense c'est au Canada, j'ai pas réussi à trouver c'est quel système ils utilisent voilà, mais ça c'est à regarder pour aussi vous aider à avoir une idée. Ça aide beaucoup au début quand on commence à utiliser ces systèmes de cotation là pour déterminer la difficulté d'un itinéraire. Malgré tout, moi, ce que je vous encourage beaucoup à faire, c'est de tenir un journal de bord où vous allez noter les informations sur une randonnée et ensuite, comment vous vous sentiez, est-ce que vous avez trouvé difficile, facile, quels ont été les éléments qui ont posé problème, etc. Pour vous. Parce que c'est comme ça que vous allez commencer à comprendre pour vous, c'est quoi une randonnée facile, c'est quoi une randonnée difficile et combien de kilomètres vous pouvez faire sans être trop fatigué, combien de nivelés, etc., etc. Donc, moi, au tout début, surtout, c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire pendant, genre, tout le temps, même si c'est intéressant aussi de, après, pouvoir revenir sur les randonnées qu'on a faites et tout, voir sa progression. Mais surtout au début, là, les 3-4 premières randonnées, je pense que c'est quand même intéressant de tenir un journal de bord de façon à mieux comprendre comment on réagit aux différents types d'itinéraires. Si vous êtes intéressé, vous ne savez pas trop quelles sont les données à utiliser pour faire votre journal de bord, je vous ai mis un exemple de journal de bord dans le kit de démarrage de la randonneuse, donc que vous pouvez télécharger dans les notes de l'épisode. La troisième étape, quand on planifie une randonnée, c'est d'identifier les points de ravitaillement et un itinéraire alternatif en cas de problème. Donc, même en partant juste pour la journée, c'est important d'avoir une idée des différents endroits le long de l'itinéraire où on va pouvoir trouver de l'eau, surtout en été quand il fait très très chaud. Ça arrive qu'on boive beaucoup plus d'eau que ce qu'on a apporté. Donc, ça peut être intéressant d'avoir une idée de si on va pouvoir trouver de l'eau ou pas. Pour adapter la quantité d'eau qu'on apporte avec soi. Bien sûr, toujours prendre en compte, par exemple, que les fontaines ou les rivières ou les ruisseaux et tout qu'on peut croiser peuvent ne pas être fonctionnels ou ne pas avoir d'eau. Donc, il ne faut jamais juste se dire « Ah non, mais juste apporter 1 litre d'eau » parce que de toute façon, il y a une fontaine ou il y a une source sur le chemin. Mais disons que c'est bien de savoir où sont les possibles points de ravitaillement d'eau au cas où aussi quelque chose devait arriver. On ne sait jamais. L'eau, on sait, c'est ce qui est le plus important quand dont on a besoin après l'oxygène, bien sûr. Donc, avoir une idée d'où on peut trouver de l'eau, c'est important. Ensuite, éventuellement, aussi, on peut regarder pour de la nourriture, surtout si on veut manger dans un refuge, par exemple. Mais bon, d'habitude, quand on veut manger dans un refuge, la randonnée, c'est généralement jusqu'au refuge et ensuite, on revient ou plus ou moins comme ça. Donc, ça, généralement, on a un peu une idée, mais voilà, ça, c'est aussi important de vérifier si votre plan, c'est de manger dans un refuge, eh bien, aussi appeler pour vérifier que le refuge est ouvert parce que généralement, les refuges sont ouverts de juin à septembre. Donc, si on va un petit peu en dehors de ces périodes-là, il faut toujours bien vérifier que le refuge sera ouvert pour pas y arriver sans pouvoir se sustenter. Donc, voilà, comme je vous répète, hein, disons, c'est surtout important qu'on part sur plusieurs jours, mais même à la journée, ça peut être intéressant d'avoir ces informations-là. Au cas où quelque chose arrive, mieux vaut être préparé que de ne pas avoir aucune idée de trouver ces ressources importantes. Et c'est aussi pour cette raison que je vous conseille toujours de vérifier s'il y a des façons de raccourcir l'itinéraire ou de rejoindre des centres habités si vous deviez avoir un problème durant votre randonnée. Donc, c'est pas besoin là, de faire un itinéraire alternatif complet et tout, mais juste jeter un coup d'œil rapidement
OK, est-ce qu'il y a une façon, par exemple, de couper si c'est une boucle? Est-ce qu'il y a un sentier, par exemple, qui coupe à peu près à la moitié de la boucle qui permet donc de réduire la durée? Est-ce qu'il y a d'autres sentiers qui sont plus courts qui permettent de retourner à notre point de départ ou vers un centre habité, comme je disais, d'où on pourra soit appeler un taxi ou prendre un autobus ou quelque chose comme ça, juste au cas où il y a quelque chose, au cas où la randonnée soit trop dure, on sait jamais, donc je pense que c'est quand même important. Moi, je regarde toujours pour avoir au moins un plan B au cas où quelque chose arrive. Numéro 4, c'est de s'informer, bien sûr, sur la façon de rejoindre l'itinéraire. Donc, il faut choisir déjà le moyen de transport que vous allez utiliser pour vous rendre au point de départ de votre itinéraire et aussi pour quitter le point d'arrivée s'il est différent du point de départ. Quand on débute en randonnée, c'est toujours plus simple de faire des boucles, mais des fois, c'est pas toujours possible. Donc, bien s'assurer que si c'est pas une boucle, qu'on sait comment on va retourner à son auto ou à la navette, par exemple, au point de départ pour pouvoir retourner chez soi. Si vous y allez en auto, c'est vérifier toujours la possibilité de stationner, surtout dans les zones très, très touristiques. Ça peut être très difficile de trouver du stationnement. Et parfois, c'est même souvent, je dirais même, c'est plus avantageux de stationner dans la ville la plus proche et de prendre une navette pour arriver au début de l'itinéraire. Donc ça, c'est à vérifier avant de partir, comme je disais, surtout dans les endroits très touristiques. Et voilà, bien sûr, comme je disais tantôt, si vous ne faites pas une boucle, vérifiez bien qu'il y a un moyen de revenir à votre point de départ et prenez en note les horaires de passage de la navette, surtout l'horaire de la dernière navette, parce que vous ne voudriez pas manquer la dernière navette et être au milieu de nulle part sans moyen pour retourner chez vous ou devoir marcher je ne sais pas combien de kilomètres pour retourner à votre auto. Donc ça, c'est important et bien sûr, assurez-vous que vous avez assez de temps pour faire l'itinéraire et revenir prendre la navette avant la dernière course. Donc, dans ces cas-là, peut-être c'est mieux de vraiment estimer plus de temps pour la randonnée que ce que ça va vraiment vous prendre pour être sûr de ne pas arriver trop à la dernière minute pour prendre la dernière course. Donc, maintenant que vous avez déterminé quel est votre itinéraire, le temps que ça va vous prendre pour y aller, les différents points de ravitaillement et les itinéraires alternatifs, que vous savez comment vous rendre et que la façon de vous rendre vous convient. Donc, voilà, votre itinéraire, il est prêt. C'est important de l'imprimer et de télécharger en mode hors ligne l'itinéraire sur votre téléphone. Donc, moi, je pense que c'est toujours important d'avoir une copie papier de son itinéraire, pas seulement sur son téléphone, parce que si quelque chose arrive à notre téléphone ou si quelque chose arrive à notre carte papier, on ne sait jamais, c'est important d'avoir un backup pour pouvoir s'orienter sur le sentier parce que c'est pas toujours facile sans avoir une idée de où on veut aller de s'orienter. Donc voilà, pour la copie papier, vous pouvez soit acheter une carte topographique de la zone dans laquelle se trouve votre itinéraire, soit vous pouvez imprimer l'itinéraire. Si vous avez trouvé un itinéraire en ligne sur un site, par exemple, et il y a une carte assez détaillée, vous pouvez imprimer ça. Ou sinon, vous pouvez généralement trouver soit les traces GPX, de l'itinéraire en ligne et les télécharger dans un des programmes dont je vous ai parlé au début, donc Komoot, Open Runner, All Trails. Ce sont des programmes qui permettent de tracer des itinéraires, mais aussi de télécharger des itinéraires déjà faits. Et donc, ensuite, d'imprimer cet itinéraire-là. Et aussi, dans ces programmes-là, ça permet de les sauvegarder en mode hors ligne. Donc, comme ça, c'est plus facile. Vous avez déjà les deux choses de fait. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à utiliser Komoot, qui est une super application hyper intuitive à utiliser et tout, j'avais fait un tutoriel sur Instagram pour vous aider à l'utiliser. Donc, je vais mettre dans les notes de l'épisode, comme ça, si vous voulez aller le revoir, vous pouvez faire ça. Mais Komoot, c'est une super application pour planifier ses itinéraires, donc je la recommande vivement. Étape numéro 6, ensuite. Donc, vous êtes prêts, vous avez votre itinéraire.
c'est important de vérifier les conditions météorologiques prévues pour la journée où vous allez, où vous pensez faire l'itinéraire. Donc, surtout si votre randonnée se déroule en montagne, c'est très, très important de vérifier la météo parce que déjà, le temps change très, très rapidement en altitude. Des fois, même d'une journée à l'autre, les prévisions météo peuvent changer rapidement, mais aussi dans la journée, les conditions peuvent changer rapidement. Donc, il faut vraiment vérifier est-ce qu'il prévoit, par exemple, des orages, du brouillard, de la pluie, etc. Ça, c'est des conditions météorologiques qui sont très dangereuses en altitude. Donc voilà, faut bien prendre en compte ça. Si l'itinéraire est vraiment en altitude, c'est mieux de reporter votre randonnée plutôt que de prendre des risques inutiles. Par contre, si il y a de la pluie qui est annoncée, c'est pas s'il y a juste de la pluie, pas d'orage par exemple, ou de brouillard, des choses comme ça veut pas nécessairement dire que vous devez annuler votre randonnée. Par contre, il faut vraiment faire plus attention au choix de l'itinéraire et vérifier les prévisions pour la quantité de pluie prévue, parce que c'est sûr que si il annonce le déluge, on va pas randonner. Si c'est de la petite pluie fine et tout, c'est autre chose, mais si on annonce le déluge, on n'y va pas. Si la visibilité, ils annoncent une visibilité très réduite, c'est mieux d'éviter. S'il y a un risque d'orage, bien sûr, on évite. Et aussi, regardez le refroidissement éolien, parce que s'il se met à venter et qu'il fait très, très froid, en étant mouillé, ça devient un gros risque pour l'hypothermie. Donc, mieux vaut reporter la randonnée si vous ne vous sentez pas assez près ou vous n'avez pas les... Ouais, c'est toujours mieux d'annuler, de reporter sa randonnée plutôt que de prendre des risques inutiles. Donc, voilà, la météo, super, super important. Une fois la météo consultée, eh bien, on choisit notre habillement en conséquence et on fait notre sac à dos avec tout le matériel qui va être nécessaire selon ces conditions météo-là et l'itinéraire, bien sûr. Donc, dans tous les cas, quelle que soit la météo annoncée, vous devriez toujours apporter une veste imperméable avec vous parce que on ne sait jamais, comme je disais, en montagne, le temps change très, très rapidement. Et aussi, ça vous protège des éléments. Donc, s'il se met à venter, aussi, ça va vous protéger du vent. C'est pas une couche qui donne chaud en soi, mais ça garde quand même plus chaud que juste un t-shirt. Donc, voilà. Moi, la veste imperméable, elle est toujours dans mon sac. Et s'il annonce froid, mais même s'il annonce pas froid, moi, j'apporte toujours au moins une deuxième couche avec moi. Donc, dans l'épisode 5, il me semble. Je vous parle aussi là du système de couches. Donc, comment vous habiller en randonnée. La deuxième couche, c'est celle qui est thermique, donc qui nous garde au chaud. Assurez-vous d'en apporter suffisamment pour le froid qui est annoncé. S'il annonce très, très froid, apportez-en même plus qu'une. Ça va vous éviter d'avoir froid et de donc pouvoir et potentiellement souffrir d'hypothermie. Si vous avez besoin d'une liste complète, n'oubliez pas que il y a une liste complète du matériel à porter pour vos randonnées dans le kit de démarrage. Ensuite, on prépare les repas, les collations, l'eau. On prépare bien sûr suffisamment d'eau et de nourriture pour la randonnée prévue. Pour la nourriture, moi, ce que je vous conseille, c'est de manger quelque chose toutes les heures. Ça peut être une barre de céréales, une poignée de noix, de fruits secs, un bout de fromage, un fruit, un légume. Il y a plein de collations différentes qu'on peut manger en randonnée. Et donc, de prévoir suffisamment de petits snacks pour la durée de la randonnée. Et bien sûr, si votre randonnée dure plus que quelques heures et tout, bien apporter également un repas pour le midi pour manger quelque chose de plus. Après, ça dépend. Il y a des personnes qui ne font que manger des collations. Moi, j'ai quand même besoin de manger un vrai repas, genre un sandwich, à l'heure du dîner. Mais voilà, il y a les deux façons de faire. Mais au début, si vous savez pas trop de quel type vous êtes, je vous dirais apporter quand même un repas pour être sûr de pas avoir trop faim. Pour l'eau, la quantité à apporter va varier selon plusieurs facteurs, dont votre transpiration, la température extérieure, la possibilité de vous ravitailler sur l'itinéraire, etc. Donc, de façon générale, c'est conseillé d'apporter 2 litres d'eau pour une journée de randonnée de difficulté moyenne. Bien sûr, s'il annonce super chaud, apportez-en plus, au moins 1 litre en plus. Si vous transpirez beaucoup, moi par exemple,
je transpire énormément et je bois énormément en randonnée, donc 3 litres, c'est jamais suffisant pour moi. Donc, j'en apporte toujours plus. Là encore, je pense que c'est important quand vous faites vos premières randonnées, de faire attention à la quantité d'eau que vous buvez et de le prendre en note pour savoir plus ou moins quelle quantité d'eau vous avez besoin d'apporter pour vos prochaines randonnées. Ensuite, avant-dernière étape, avant de partir, on laisse une copie de notre itinéraire et une estimation de notre heure de retour à quelqu'un. Ça, c'est une étape super, super importante. Il faut toujours informer quelqu'un de nos plans de randonnée au cas où quelque chose nous arrive sur le sentier. Comme ça, ils peuvent aider les secours à à nous localiser et à savoir où on est pour nous retrouver. Donc ça, c'est super important. On le fait toujours. Vous pouvez juste envoyer le lien, comme je disais, si vous utilisez une app comme Komoot, etc., vous pouvez envoyer, partager directement l'itinéraire avec la personne. Si c'est quelque chose en ligne, vous envoyez le lien. L'important, c'est que la personne sache plus ou moins sur quel sentier vous vous trouviez, dans quelle zone. Et bien sûr, super important, on n'oublie surtout pas de prévenir la personne une fois de retour pour pas qu'elle appelle les secours alors que vous êtes revenu chez vous, que tout s'est bien passé et tout, et qu'il y a des gens qui vous cherchent alors que vous êtes au chaud dans votre maison, confortablement assis sur votre sofa. Donc, super important. Ça, c'est l'étape que moi, des fois, ça m'arrive d'oublier. Dans ces cas-ci, moi, je dis toujours, tu vois, par exemple, OK, on devrait être rentré pour 18h, bien sûr, appelle-nous au cas où on oublie, nous, de t'appeler, si on ne te fait pas savoir, comme ça, pour pas alarmer les gens inutilement. Finalement, la dernière étape, la plus importante, c'est de profiter de la randonnée. Donc, une fois que vous avez fait cette préparation en amont de votre randonnée, c'est beaucoup plus facile de profiter de votre randonnée de façon sereine parce que vous allez savoir quoi faire, où aller en cas de problème. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut en cas de problème. Bien sûr, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas devoir appeler les secours et tout dans une situation vraiment mauvaise, mais au moins en ayant de la préparation, vous savez que vous avez tout fait ce que vous pouviez pour éviter ce que vous pouviez éviter. Donc, voilà, ça, c'est vraiment important. La préparation, ça permet de mieux profiter de ces randonnées et de réduire les accidents, les imprévus, etc. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment rien de sorcier au fait de préparer une randonnée. Comme j'ai dit, peut-être que là, vous écoutez l'épisode, vous allez dire « Wow, mais Sarah, ça va me prendre des heures faire ça. Je peux pas faire ça à chaque fois que je veux partir en randonnée. » Au début, c'est sûr que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais vous allez voir, avec le temps, ça va devenir presque un automatisme et ça va vraiment vous prendre 15-20 minutes pour préparer votre randonnée. Donc, ne vous inquiétez pas. Sérieusement, il ne faut pas négliger ces étapes-là pour vraiment partir de façon sécuritaire sur les sentiers. Donc voilà, j'espère que ces 10 étapes vont vous aider à mieux planifier et mieux profiter de vos randonnées. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage de la randonneuse avec toutes les ressources dont je vous ai parlé aujourd'hui qui vont vous aider justement à bien partir en randonnée, à rien oublier. D'ailleurs, les 10 étapes y sont rappelées, donc comme ça vous avez un petit pense-bête que vous pouvez accrocher pour cocher les étapes lors de votre préparation de la randonnée. Moi, je vous laisse sur cette citation de la semaine qui est de Christian Bobin qui dit « Marcher dans la nature, c'est comme se trouver dans une immense bibliothèque où chaque livre ne contiendrait que des phrases essentielles. » Donc voilà, je vous souhaite une belle préparation pour vos prochaines sorties et je vous vois dans le prochain épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonneyzen.com. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées.